du déconfinement. N'hésitez pas, donc en bas, vous le voyez, vous avez un chat et un onglet qui s'appelle Q&A. N'hésitez pas dans le chat à dire tout et n'importe quoi, dire bonjour, parler de ce qui se dit, donner vos impressions, vos idées, nous dire si vous entendez pas assez bien, si vous voyez pas assez bien, ce type de choses. Bonjour Stéphanie, et dans l'onglet Q&A, c'est un peu l'endroit où vous pouvez poser vos questions vraiment plus techniques par rapport aux présentations de nos intervenants, qui pourront y répondre à deux moments, soit s'ils ont le temps pendant leur présentation, soit si malheureusement ils n'ont pas le temps, pendant la présentation des autres, puisqu'ils peuvent y répondre à l'écrit également s'ils n'ont pas le temps d'y répondre à l'oral. Donc n'hésitez pas non plus à envoyer plein de questions dans le Q&A, on essaiera de répondre à toutes, et si on n'a pas le temps de répondre à toutes pendant le webinaire, on pourra toujours y répondre après dans un mail qu'on vous enverra à la suite. N'hésitez pas non plus, pour tous les aficionados des réseaux sociaux, à tweeter et à envoyer des messages sur LinkedIn avec notre hashtag Semaine du déconfinement, car au LabRH, on est connectés, on est digitaux et on aime les réseaux sociaux. Et du coup, c'est parti pour ce deuxième épisode. Alors, petite intro pour redonner à ceux qui n'ont pas le contexte, qu'est-ce que la semaine du déconfinement, d'où est-ce que ça vient? Alors, pour l'anecdote, ce que je disais un peu plus tôt quand on préparait, ça nous vient de Flobo, qui est une des startups qui intervient aujourd'hui, avec Jonathan et William qui sont là, qui sont venus nous voir un jour en nous disant hey, c'est intéressant, quand on parle au RH, on a le sentiment qu'ils sont à fond dans l'urgence du quotidien de est-ce que j'ai suffisamment de masques, de gel hydroalcoolique à l'entrée, est-ce que je dois rembourser mes tickets de transport de la période de confinement, ce type de questions pratico-pratiques. Et il y a peut-être un enjeu ou un risque de passer à côté de d'autres enjeux RH soulevés par cette période de confinement/déconfinement, de type, au hasard, c'est le thème d'aujourd'hui, comment est-ce que je réonboard des employés qui ont potentiellement été déconnectés de ma boîte pendant 2 mois, ou le thème d'hier, pour ceux qui étaient là, mais même pour les absents, qui était la résilience, comment sortir renforcé plutôt que fragilisé de cette période de confinement. Et du coup, ils nous ont dit que ce serait chouette si on pouvait s'unir avec d'autres startups du lab pour faire une série d'événements sur le déconfinement. Ce à quoi on a répondu bien évidemment, excellente idée, nous on adore faire ça au lab. Donc c'est parti, on va faire un appel à candidature et ce ne sont pas moins de 18 startups du LabRH qui nous ont répondu avec un timing hyper court puisqu'ils ont tous eu à peu près seulement une semaine pour préparer leur intervention, mais vu que ce sont tous des experts incroyables, en une semaine ils avaient quand même préparé un truc top et vous allez le voir très vite. Et du coup le concept est très simple, c'est chaque jour un thème et un webinar associé à ce thème. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on va parler inboarding ou re-onboarding. Qu'est-ce que c'est que l'inboarding? C'est ce challenge de re-onboarder, de faire revenir des collaborateurs qui ont été coupés, certains pendant 2 mois de l'entreprise, pour la majorité en physique, mais pour d'autres même plus, c'est-à-dire certains qui étaient en chômage partiel ou chômage total, et qui du coup ne travaillaient plus, étaient déconnectés en fait de tout, du travail, du quotidien, de leurs collaborateurs, de leur métier, des cultures, de la valeur de l'entreprise. Comment les faire revenir? On voit un petit peu le parallèle avec un congé maternité ou un congé sabbatique, à la différence près que ce n'est pas une seule personne à laquelle on peut offrir un service assez personnalisé et peut-être plus poussé, mais c'est potentiellement la totalité des collaborateurs de notre entreprise. Donc comment faire? Eh bien, c'est à cette question que vont nous répondre nos différents experts. Donc dans l'ordre, qui est-ce qu'on aura? On aura Jonathan et Willem de Flobo qui commenceront pour nous s'appuyer en fait sur les apports de la psychologie cognitive et prendre vraiment cet axe de la psychologie cognitive pour se dire comment inboarder, comment re-onboarder ses collaborateurs. Ensuite, nous aurons Paul, qui est le DG de NeoBrain, qui interviendra pour répondre à la question de comment établir un diagnostic, un état des lieux sur les besoins en compétences de l'entreprise afin de minimiser l'impact du retour au travail. On en parle pas mal, ce retour peut-être par vague, ce type de choses. Paul pourra revenir là-dessus et vous donner vraiment des clés sur comment établir ce diagnostic et cet état des lieux. Et enfin, on aura Dounia de Bidiz qui, elle, sera là pour revenir en fait sur les 3 grandes étapes de l'inboarding, et ça fait écho à celle de l'onboarding, c'est-à-dire l'avant, le pendant et l'après-confinement. Et l'idée ensuite, c'est de prendre des cas concrets pour illustrer les questions que vous aurez et du coup d'animer aussi l'échange avec vous. Et je reviens là-dessus, n'hésitez pas à utiliser l'onglet Q&A. Tout ça, ça va nous durer combien de temps? Ça va nous durer à peu près
1h30. Non, 2 heures, pardon, si je dis pas de bêtises, je doute. Oui, on a une fin à 16h, donc 1h30, c'est ça. On vous enverra les présentations à la fin. N'hésitez pas à prendre des notes, mais en tout cas, vous ne stressez pas parce que vous aurez accès aux présentations et aux notes qui sont sur les slides. Et sur ce, je pense qu'on est bon pour l'introduction. Donc de nouveau, n'hésitez pas à tweeter, à mettre des messages sur LinkedIn et à échanger dans le chat. Jonathan, Willem, je vous laisse la parole. Merci pour cette intro, Clément. Est-ce que tout le monde voit bien? Est-ce que c'est bon? C'est super, Ouais. c'est super. Bon, bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire. On va essayer de le rendre le plus sympa, le plus concret aussi, le plus dynamique possible. Et on a l'honneur de commencer le bal. Donc, merci aussi au Lab pour avoir fait vivre cette super idée. Alors, comment réussir cette fameux inboarding des collaborateurs? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit Clément, on va nous utiliser 2 outils pour essayer de commencer à répondre à cette question-là, à savoir le premier outil qui est la psychologie cognitive, représenté ici par Jonathan, mon associé, qui est psychologue cognitiviste. Et puis, le deuxième outil qu'on utilisera, vous allez voir, ce sont des cas juste concrets de clients, de prospects, de partenaires qu'on ne cesse d'interroger, nous, depuis 2 mois. Alors juste, je vais essayer de faire défiler correctement. Voilà. Qu'est-ce que l'inboarding? Juste rapidement, pourquoi ce terme? Alors, on ne pense pas l'avoir inventé. On y a pensé, mais je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont inventé en même temps. Juste pour clarifier ça, l'inboarding, en tout cas dans notre jargon, c'est juste le processus qui consiste à réintégrer un collaborateur qui est déjà salarié chez vous, à l'inverse du onboarding, qui est intégrer un collaborateur qui n'est pas encore chez vous, ou du offboarding, c'est-à-dire d'accompagner vers l'extérieur un salarié de chez vous. Là, c'est quelqu'un qui est déjà chez vous et qui revient soit de confinement, donc de télétravail, soit de chômage partiel. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette notion d'inboarding, une fois que je vous ai dit ça? Ce qui est intéressant, c'est déjà, nous, l'observation qu'on fait de l'inboarding tel qu'il est fait aujourd'hui. Quand on interroge nos DRH, nos clients, nos partenaires, en fait, naturellement, ils ne conçoivent l'inboarding pour l'instant que sur 2 facettes, ce qui est tout à fait normal et naturel. La première facette, je vous ai mis ça pour vous l'illustrer. Ça, c'est tiré d'un site de syndicat, donc je ne l'invente pas. Stop au Covid, au travail aussi. On est obnubilé par l'aspect sanitaire des choses, et c'est bien normal. La première priorité, ça, c'est ce que tout le monde nous dit, c'est assurer la sécurité physique de mes collaborateurs qui vont revenir sur le lieu de travail ou qui, demain, auront à travailler en alternance. Donc, sécuriser les bureaux, sécuriser l'espace de travail, sécuriser les nouveaux rituels, etc. Toujours avec cette optique de sécurité physique. Et c'est bien normal, c'est la préoccupation de tout le monde. La deuxième chose aussi qu'on a observée, et ça, je pense que ça va faire sourire, même si je ne vous vois pas beaucoup d'entre vous, ça, c'est un RH, si vous ne l'avez pas, c'est l'aspect administratif. Ça doit parler à certains si je parle de déclaration de congé pour garde d'enfants, qui est un portail assez compliqué à remplir. Tous les aspects de chômage partiel, les congés à poser, pas poser, les négociations aussi avec les représentants syndicaux, etc. Donc, aujourd'hui, l'inboarding, et c'est bien naturel, pour les RH, c'est essentiellement ces deux choses-là. Or, on va essayer de vous expliquer d'ailleurs, vous expliquer un peu le pourquoi de ça, mais la notion d'inboarding, ce qu'il faut retenir absolument de cette présentation, c'est que ce n'est pas seulement ces aspects physiques, on ne doit pas seulement s'occuper du corps de nos salariés, entre guillemets, de nos collaborateurs, mais également aussi de l'esprit. Et pourquoi c'est important de s'occuper aussi de l'esprit des collaborateurs? Je laisse Jonathan vous l'expliquer. Donc, effectivement, comme l'a dit Willem, ce qui est important ici, c'est, au-delà des aspects sanitaires, de commencer à s'intéresser à l'esprit et à l'état d'esprit surtout dans lequel se trouvent les collaborateurs qui ont été dans ce confinement pendant les 2 mois et demi qui viennent de passer. Et donc, tiré de 2 études qui viennent tout juste de sortir, il y a eu un constat qui a été fait. 35% des confinés, donc potentiellement 35% de la population française, montrent des signes légers à modérés de troubles psychologiques. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. On est plutôt de l'ordre de 5 à 6% en état normal, entre guillemets, de gens qui montrent des troubles psychologiques. Donc, vous voyez, 35%, c'est quand même assez élevé, comme l'anxiété, la dépression et les convulsions. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, une fois qu'on a constaté ça, comment on fait? Comment est-ce qu'on s'arrange pour prendre en compte ces 35%
Et globalement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ces études-là démontrent qu'il y a 3 grandes familles de troubles. La première famille, ce sont les troubles anxieux. Ensuite, vous avez tout ce qui est troubles du sommeil et l'ennui qui fait aussi partie des dimensions à prendre en compte sur cette période de confinement. Donc, si je reviens sur les troubles anxieux dus au confinement, derrière, vous allez avoir tout ce qui va être la peur, donc peur des contacts, peur des transports. Après, donc là, le côté très pratico-pratique du quotidien. Derrière, un peu plus profond, vous allez commencer à avoir la peur de perdre son emploi, notamment les gens qui ont été mis au chômage partiel, voire au chômage complètement. Du coup, la boîte continue à tourner sans moi. Est-ce que je suis vraiment utile pour cette entreprise? Ce sont des questions légitimes qu'on entend aujourd'hui, très, très clairement. Et puis, évidemment, au-delà de ça, et ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, notamment dès que vous ouvrez une chaîne d'infos, la peur de la maladie qui va jusqu'à la peur de la mort tout court. Est-ce que je vais être atteint de la maladie? Est-ce que j'ai des gens dans mon entourage qui ont eu cette maladie? Donc, voilà toutes les dimensions d'anxiété qui peuvent avoir. Tous les troubles du sommeil également. Donc là, on a vu une perturbation des 2 processus clés du sommeil, les processus qu'on appelle homéostatiques, donc tout cet état de sommeil, et le processus circadien. Pourquoi est-ce qu'ils ont été perturbés? Tout simplement parce que les liaisons entre les deux, les facteurs qui permettent de faire le lien entre les deux, ont été perturbés. Qu'est-ce que sont ces liens? Tout simplement la lumière du jour, les activités physiques, la nourriture, les repas, le rythme des repas et les interactions sociales. Donc évidemment, pendant le confinement, vous avez moins de lumière du jour, vous sortez moins, vous avez moins d'activité physique. Vos repas, on l'a vu aussi, ont été beaucoup plus étalés tout au long de la journée, plutôt que bien distingués, et les interactions sociales ont disparu. Donc tout ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à des difficultés dans la population à s'endormir. Il y a des troubles de somnolence, il y a des troubles émotionnels très très forts qui vont perdurer post-confinement. Donc ça, c'est important. Évidemment, l'ennui. Donc l'ennui, le gros problème de l'ennui, c'est que ça mène à la dépression. Et personne n'aime avoir des collaborateurs dépressifs, c'est compliqué. Et pourquoi c'est arrivé? Tout simplement parce que les gens ont moins vécu, voire pas vécu du tout, d'expérience de flow professionnel. Donc le flow professionnel, c'est quoi? Très rapidement, c'est le challenge que j'ai vis-à-vis de mes compétences, vis-à-vis des objectifs qui me sont donnés par l'entreprise. Et donc, ces fameux challenges, ces fameux objectifs qu'on a tous quand on travaille, on a des choses à atteindre, ne serait-ce que d'avoir ces objectifs, ces buts-là à faire au quotidien, quand bien même les tâches ne sont pas toutes passionnantes, mais il y en a qui nous passionnent plus que d'autres, c'est quand même du flow professionnel. Et donc ça a été complètement perdu. Et remplacé par quoi? Plutôt une routine non stimulante de tâches ménagères, de garde d'enfants, etc. Et donc, comme on est tous dans un environnement extrêmement statique, ça favorise évidemment cette dimension d'ennui. Ouais, vas-y, Willem. Merci, Jonathan. Donc là, ce qui est important, ce qu'on a essayé de montrer, c'est pourquoi c'est aussi important de s'occuper de la tête des gens, du psyché des gens. On ne va pas demander au RH de se transformer en médecin, évidemment. Donc, on a essayé de récolter, je vous ai dit, des études de cas, à la fois d'un point de vue collectif et d'un point de vue individuel, pour essayer de voir à la fois les erreurs à ne pas faire et quelques bonnes pratiques qu'on a vues observer, nous, autour de nous. On va commencer par le collectif. Alors, pour ce qui est des troubles anxieux, comme l'a défini Jonathan, c'est tout ce qui a trait aux peurs. Peur d'être contaminé, peur de perdre son job. Donc, cette situation un peu de stress, d'angoisse. D'un point de vue RH, ce qu'il faudrait éviter de faire, et ce qui malheureusement, l'erreur facile à faire, c'est de ne communiquer qu'uniquement sur les règles sanitaires administratives. Alors, en essayant d'accueillir vos salariés. Alors, re-bienvenue, mesdames, messieurs. Quand vous allez revenir au siège, alors maintenant il va falloir se laver les mains, il va falloir se tenir à distance de 2 mètres de vos collègues, plus de repas en commun, etc. Vous voyez bien le tableau. Là, ce qui est intéressant, c'est le uniquement. Également, une erreur dans laquelle il est facile de tomber, qu'on a observé, nous, chez certains de nos clients d'ailleurs, c'est ne parler que de ce que nous ne pouvons plus faire. Ça part d'un bon sentiment, on a envie de montrer qu'on fait des choses et qu'on protège les gens, mais en fait, en passant le message de ce qu'on ne peut plus faire, vous allez renforcer ces troubles anxieux, du point de vue psychologique. Les bonnes pratiques qu'on a observées.
et qui sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre selon la taille de votre structure et puis le pouvoir que vous avez, vous, RH, au sein de vos organisations. Alors, nous, ce qu'on a appelé le MVV, c'est le mission, vision, valeur. Il y a plein de noms qu'on peut utiliser, mais certaines entreprises prennent à bras le corps en fait, ce sujet d'inboarding et réaccueillent leurs salariés en rappelant la raison d'être de la boîte. Pourquoi on existe? Et ça, ça c'est même des boîtes industrielles. Hein. C'est quoi notre raison d'être? C'est quoi notre mission et c'est quoi nos valeurs? Si elles ont changé, ce qui est hyper intéressant, c'est d'expliquer pourquoi elles ont changé. Je donne un exemple. Une entreprise qui sont dans le textile, qui fabriquaient par exemple des chemises qui ne se tachent pas, par exemple. Hein, voilà, c'était leur métier. Ils se sont transformés, ils construisent des masques, fabriquent des masques. Donc, voilà, ça c'est une super bonne pratique. Également, faire un point sur les objectifs financiers. Tout le monde sait que cette crise a impacté très largement les entreprises. Il faut que systématiquement mettre les pieds dans le plat, oser en parler. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que les objectifs ont changé? Est-ce qu'ils n'ont pas changé? Ce qu'on n'a pas mis sur le slide, c'est aussi, nous on a vu des boîtes qui disaient quand ils ne savaient pas, ils le communiquaient aussi aux salariés. Et il y a des autres entreprises qui n'osaient pas le dire. On ne sait pas, de peur de faire peur. Or, il n'y a rien de pire pour les troubles anxieux que de ne pas dire je ne sais pas et d'être dans le flou. Il ne faut pas hésiter à parler recrutement, réorganisation, si c'est le cas. Et surtout, le fameux pourquoi. Pourquoi on existe, mais aussi pourquoi on met en place ces règles, pourquoi les objectifs ont changé, pourquoi on a gelé le recrutement, par exemple, etc. Ne pas hésiter à expliquer le pourquoi, toujours donner une raison, et la bonne raison idéalement. Sur le collectif, en trouble du sommeil, alors là, ça va être, on a essayé de réfléchir. Une des choses qu'on a vues aussi, c'est le full remote. Une erreur facile, c'est le full remote si le physique est possible. Si le physique est possible, on recommande, pour lutter notamment sur tous ces troubles psychologiques liés aux troubles du sommeil, d'essayer de mixer au maximum le physique, le retour physique et le retour en mode télétravail. Pareil, petit tips aussi, promouvoir l'utilisation de la caméra dans les visios. L'homme est un animal social. Les interactions sociales vont lutter contre ces troubles-là et beaucoup de choses passent par le visage. On a des très bons exemples, par exemple l'instauration d'espaces cafés sanitairement bons. On a aussi des entreprises qui ont changé un peu les emplacements dans les bureaux. C'est-à-dire que comme peut-être 50% des gens ne peuvent que revenir dans les bureaux, ils ont installé les postes de travail là où la luminosité était la meilleure, où le confort était le meilleur. Donc, ils ont changé de place les gens, puisque de toute façon, il n'y a qu'à peu près, dans l'exemple, là, 50% des gens qui pouvaient revenir. Faire cette attention-là, par exemple, dans votre plan, c'est des petits détails, mais qui peuvent participer au bien-être des salariés. Et également, comme Jonathan vous l'a dit, l'activité physique est excellente. Ce qui se développe énormément en ce moment, c'est le vélo de fonction, avec en plus un aspect sanitaire qui est bienvenu. On a aussi des clients qui organisent des cours de yoga sanitairement validés pour leurs employés. Donc, tout ce qui concerne l'activité physique. Dernière chose, action sur le collectif. Ce qu'il faut éviter de faire, dans lequel beaucoup tombent, c'est de ne pas modifier les modes de travail. C'est-à-dire, vous avez vu que la routine est terrible, je pense qu'on a tous vécu. Un seul mode de travail, savoir le télétravail, c'est terrible pour cet impact psychologique de l'ennui. Il ne faut pas hésiter à modifier régulièrement les modes de travail. Ce qu'on entend par mode de travail, c'est télétravail partiel, travail synchrone, asynchrone. Et pour cela, une des erreurs qui peut arriver, c'est de ne laisser aucune autonomie aux managers. C'est un peu eux qui vont savoir, qui vont avoir le contact direct avec leurs équipes et qui vont être capables de changer les modes et d'adapter un peu plus les modes de travail. Les super bonnes idées qu'on a vues autour de nous, ça peut être par exemple d'instaurer des moments qu'on a appelés « ce que j'ai appris en confinement ». On a des gens qui partageaient par exemple des choses qui étaient un peu en dehors du travail. Quelle série tu as plus appréciée? Qu'est-ce que tu as appris pendant le confinement? Et l'objectif était de faire témoigner les employés dans des moments dédiés, RH, organisés par les RH. Et l'objectif était de relier ce qu'ils avaient appris dans le confinement, qui n'avait rien à voir avec le job, et d'essayer de le relier avec justement leur entreprise. Je ne sais pas moi, la pédagogie d'un cours de cuisine qu'ils avaient suivi, voilà.
Ça peut être des super bonnes idées pour lutter contre ce point-là. Il y a un super exemple que je veux aussi vous partager, c'est le partage de compétences, qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais on a une DRH, notamment en Bretagne, qui fait ça, qui est génial, qui partage les compétences de certains de ses staffs qui sont, entre guillemets, sous-staffés, qui n'ont pas assez de travail. Elle a organisé au niveau territorial avec d'autres RH et DRH un accord qui fait qu'entre guillemets, elle prête certains de ses salariés pour un temps partiel ou pour un temps complet sur une courte durée à d'autres entreprises qui ont, à l'inverse, besoin de ces compétences. Il y a plein de… Je ne peux pas m'étaler là-dessus parce qu'il y a plein de sujets à traiter au niveau administratif, etc. Mais ça se fait assez facilement et ça marche super bien, en tout cas pour elle. Et c'est génial d'un point de vue collaborateur puisque là, pour le coup, vous luttez complètement contre l'ennui. Voilà, je vois que je dépasse un peu le temps, donc je vais laisser Jonathan évoquer le l'inboarding individuel. Donc, il y avait aussi il y avait le dernier point, c'était favoriser les ateliers d'innovation. Là aussi, n'hésitez pas à mettre en œuvre ces ateliers, invitez vos collaborateurs à partager ensemble comment innover pour l'entreprise. Ça, on a vu que ça aidait beaucoup les collaborateurs, notamment à dépasser l'ennui, mais aussi à s'engager beaucoup plus pour leur entreprise. Donc maintenant, on va passer sur un sujet plus individuel. Là, on a vu comment traiter plutôt le collectif de manière générale. Mais qu'en est-il de l'individu? Il y avait une question tout à l'heure sur jusqu'où doivent aller les ressources humaines dans ce type d'accompagnement. Encore une fois, nous, on a essayé de vous le décomposer par type de trouble. Évidemment, l'idée, c'est de reprendre l'ensemble de ces éléments-là et de piocher jusqu'où doit aller le RH, potentiellement jusqu'où l'accepte le collaborateur. Nous, ce qu'on vous donne ici, c'est surtout des bonnes pratiques et des éléments qui doivent favoriser la disparition des troubles psychologiques qui ont été créés pendant cette période de confinement et qui peuvent perdurer post-confinement. Donc, l'idée, c'est de rassurer au maximum, notamment sur ces troubles anxieux. Donc, les erreurs communes, en tout cas, ce qu'on a pu entendre, c'est on annule l'entretien annuel. En fait, il n'y a plus lieu d'être, on est à distance ou alors on n'a pas eu de recul, donc on l'annule. Annuler un entretien annuel pour un collaborateur, c'est son moment clé, c'est le seul moment où il se dit c'est là où je vais pouvoir peut-être, pour certains, déverser ce que j'ai à déverser, pour d'autres, je l'attends pour ma promotion ou pour mon évolution. Donc, juste avoir on l'annule, ce qui n'est pas la même chose qu'on le reporte, mais bien on annule, et on a eu des entreprises qui l'ont fait. C'est extrêmement anxiogène pour le collaborateur. Pourquoi est-ce qu'on m'annule mon entretien annuel? Qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, les mêmes questions, est-ce que je vais être viré? Est-ce qu'on va me garder, etc. etc. Idem sur le report de points individuels sur son avenir. Si on avait prévu de parler avec son manager de comment est-ce que tu vas grandir, etc. Si on le reporte un peu trop, puis on reporte à chaque fois, l'espèce de report continu, c'est quelque chose qui va être également anxiogène pour vos collaborateurs. Ne pas prendre en compte son environnement personnel. Oui, Clément. 2 secondes pour te dire qu'il vous reste 5 minutes. Ok, je vais accélérer. Merci Clément. Donc, ne pas prendre en compte son environnement personnel, c'est quoi? C'est aussi dire je te prends toi comme individu qui est notre salarié, en oubliant probablement que peut-être tu as une famille, peut-être tu n'en as pas, peut-être tu as des enfants, peut-être que tu as des gens dans ton entourage qui ont eu des problèmes avec le coronavirus, etc., etc. Donc ça, il faut aussi faire attention. Ça ne veut pas dire d'exiger de vos collaborateurs qui vous dressent une liste complète de leur environnement, mais en tout cas de les inciter à en parler, de les inciter à le prendre en compte pour que vous, aux ressources humaines, vous puissiez avoir une vision globale et un accompagnement adapté de vos collaborateurs. Et évidemment, aussi une autre erreur qu'on a pu voir, c'est annuler des formations. Alors là aussi, il peut y en avoir qui étaient en mode présentiel à reporter, là on le comprend bien. Par contre, les annuler de manière assez brutale, c'est des choses qu'on a vues, qu'on a entendues. Là, il faut y faire extrêmement attention parce que de la même façon, ça peut revenir sur l'engagement que l'entreprise a vis-à-vis de son collaborateur. Et du coup, face à ça, les bonnes pratiques qu'on a pu noter ou en tout cas qu'on a pu identifier à travers nos entretiens, c'est l'entretien de retour. C'est quelque chose qui peut être assez facile à mettre en place, soit par sondage, soit par une interview téléphonique sur l'état émotionnel post-confinement du collaborateur, comment tu te sens, comment tu l'as vécu, justement revenir sur son environnement personnel également et interroger le collaborateur sur ses besoins, notamment personnels, pour retravailler. Est-ce que tu peux faire des journées de 9h à 18h? Est-ce que tu peux te redéplacer dans les transports en commun ou pas? Est-ce que tu as des contraintes personnelles liées à ça? Conserver évidemment les rendez-vous N+1 qui étaient clés et co-construire son planning, donc structurer. Si je structure avec mon collaborateur et que je lui dis tiens, le lundi, le mardi, voilà ce qu'il y a à faire
la semaine prochaine, le mois prochain, on commence à structurer ton agenda. Ça rassure le collaborateur, il se projette un peu plus dans l'avenir et donc ça lui permet d'éviter ces troubles anxieux. Sur les troubles du sommeil, souvent, les erreurs qu'il y a, alors ça c'est également vrai hors période de confinement, déconfinement, c'est envoyer des mails à toute heure. C'est quelque chose qui peut perturber, surtout qu'on a aujourd'hui tous, c'est tous en lien avec notre smartphone, donc les notifs qui tombent à minuit, etc. S'appeler à l'improviste, ça aujourd'hui dans la période de confinement ou de télétravail, appeler les gens à n'importe quel moment sans les avoir prévenus, ça peut être extrêmement troublant et ça va se reporter sur leur sommeil. J'étais en train de faire quelque chose pour ma famille, j'ai mon travail qui m'appelle, pourquoi ? Et donc, du coup, tout ça, ça va engendrer des troubles du sommeil. Faire des visiotons, donc le côté visio toute la journée, de 9 h à 20 h, je saute d'une visio à une autre. Évidemment, sur sollicitation avec les écrans, etc. J'ai une concentration qui est beaucoup plus intense quand on est dans une visio que quand on est dans une réunion physique. Donc, ça épuise les gens. Et donc, du coup, forcément, ça a un impact sur leur sommeil. Et parler que de boulot, c'est-à-dire d'avoir des sujets qui soient auto-centrés sur le travail. Ça a pour conséquence de perturber et d'intervenir en fait dans les périodes de sommeil. Les bonnes pratiques. Oui. Il ne te reste plus qu'une minute. Du coup, je te laisse essayer de conclure ça. Ouais, je conclue. Je vais très vite. Il en reste. Sur les bonnes pratiques. Donc, c'est structurer l'agenda, prévoir des temps dédiés visio-travail, planifier sur les points téléphoniques et inclure tout le monde. Attention, surtout sur les équipes qui reviennent au travail. N'oubliez pas qu'il y en a peut-être qui sont restés en télétravail, qui sont restés tout seuls, donc de bien les inclure aussi dans le global. Sur l'ennui, du coup, je vais éviter d'aller sur les erreurs, je vais plutôt aller sur la stimulation. Il faut stimuler les gens. Comment ? Notamment, il y a une entreprise qui fait ça, qui a récompensé leurs collaborateurs qui s'étaient le plus certifiés, qui avaient le plus suivi de formation pendant le confinement. Donc là, c'est des choses qui sont à encourager et projeter l'avenir. Faites un entretien de carrière dès le retour du salarié. Comment il se projette dans la boîte ? Comment est-ce qu'il peut accompagner cette nouvelle ambition de l'entreprise, ces nouvelles missions ? Là, vous projetez l'avenir. Là, vous engagez vos collaborateurs. Du coup, c'est Willem qui va conclure. Sur la ligne d'arrivée, en fait, j'espère que vous avez apprécié. On est là un peu vite, mais on voulait vous donner beaucoup de contenu. En fait, by the way, Flobon, on fait quoi ? Nous, on est des spécialistes de l'engagement des collaborateurs par le prisme de la carrière. Et on a plusieurs solutions pour ça, de la formation, du conseil et des outils digitaux. Parce qu'un des principaux leviers d'engagement et de fidélisation, c'est pouvoir projeter les gens dans des parcours pro en interne. Et c'est ce qu'on fait avec nos clients. Voilà, j'espère que vous avez apprécié et on est dispo ensuite. Super, merci Jonathan, merci Willem. Je rebondis à une question qui a été posée pendant votre intervention, c'était de savoir si les supports de présentation sont partagés. Et je le répète à l'oral pour ceux qui nous ont rejoints il y a peu, oui, tous les supports sont partagés à la suite du webinaire, donc pas de souci à ce niveau-là. On avait une question aussi sur jusqu'où doit aller le rôle du RH dans l'accompagnement. Je pense que ça a été plus ou moins répondu à l'oral ensuite selon votre présentation. Mais la personne qui a posé cette question, si vous n'avez pas le sentiment que ça a été répondu jusqu'au bout, n'hésitez pas à le dire et peut-être qu'ensuite Jonathan et Willem pourront préciser à l'écrit si pour vous ce n'était pas complet. On a une nouvelle question aussi d'Alexis Dumas qui nous demande, qui nous dit toutes ces bonnes pratiques supposent que le salarié ait fait la démarche de revenir au bureau. Quid de ceux qui ne souhaitent pas revenir par peur ou par angoisse? Jonathan, Willem, je vous laisse y répondre. Jonathan, tu me mets un gros carton si j'ai faux. En fait, cette angoisse-là, c'est l'angoisse dont on a parlé en premier. Vous savez, c'est le trouble anxieux, c'est-à-dire la peur la peur de revenir, la peur de… Voilà. Quand on vous a dit dans l'inboarding, ce qui est intéressant de retenir dans ce terme-là, c'est que oui, il faut s'occuper du corps, mais il faut aussi s'occuper de la tête des gens. Tout ce qu'on vous a dit là, on a beaucoup accentué sur la deuxième partie. Mais dans les besoins psychologiques des gens, et ça, Jonathan pourrait vous faire un cours là-dessus, mais la première des choses, c'est est-ce que je suis en sécurité? Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier la première partie. Hein, nous, on a beaucoup accentué sur la deuxième parce que c'est celle qu'on oublie. Par contre, dans les besoins d'un être humain, les premières choses, c'est d'avoir un toit, de pouvoir manger, de savoir où je vais. Donc, c'est le besoin sanitaire. Donc, c'est une partie de la réponse, c'est ça. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Effectivement, il faut communiquer aussi sur les éléments sanitaires que vous mettez en place. Mais pour ces gens-là, n'oubliez pas que des fois, il faut les interroger. Il faut comprendre d'où vient la peur réelle du collaborateur. Est-ce que sa peur, c'est sanitaire? Je pense qu'en prenant les transports et en revenant au bureau, je serai atteint par la maladie.
Ou est-ce que c'est j'ai peur, j'ai pas envie de revenir parce que je ne sais pas qui peut s'occuper de mes enfants. Et vous voyez qu'on est sur deux peurs qui n'ont rien à voir. Et du coup, les réponses en termes de ressources humaines que vous apportez n'ont rien à voir. Donc, vous ne pouvez pas vous contenter quelque part. Et c'est pour ça qu'on disait interviewez vos collaborateurs, allez chercher l'information, mais de manière profonde, c'est-à-dire soit au téléphone, soit avec des sondages et des questions. Et là-dessus, on peut vous aider si besoin. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'information précise du collaborateur. Qu'est-ce qui lui fait peur? Qu'est-ce qui l'angoisse réellement? Et c'est en creusant cette question-là de manière profonde que vous réussirez à trouver des pistes de réponse. Ça se trouve, est-ce que son poste peut être mis en télétravail ou pas du tout? Si c'est quelqu'un qui est monteur à la chaîne, effectivement, ça peut devenir compliqué de le faire de chez lui. Par contre, c'est vraiment d'essayer de comprendre d'où viennent ses angoisses et d'où viennent ses peurs pour essayer d'y répondre. Et pas juste de se contenter de j'ai peur de revenir au travail, donc je ne reviens pas. Ça, c'est pas possible. Super. Merci William, merci Jonathan. J'aime beaucoup ce que tu dis, Jonathan, à la fin, en prenant cet exemple du monteur sur la chaîne à l'usine. Bien évidemment que lui, a priori, on a besoin de le faire revenir. Et je trouve que ça fait un super pont avec l'intervention qu'on va avoir de Paul. Dans l'idée où Paul, ce qu'il va vous montrer, ce qu'il va nous montrer, c'est comment établir un petit peu ce diagnostic et cet état des lieux pour minimiser l'impact du retour au travail sur les collaborateurs. Donc, c'est voir en fait quels sont les besoins en compétences de l'entreprise. Typiquement, si on a besoin de quelqu'un qui soit monteur sur la chaîne de l'entreprise, c'est quelqu'un qu'il faut qu'on fasse revenir, mais peut-être qu'à côté, il y a d'autres compétences qui peuvent tout à fait être faites en télétravail, et peut-être que du coup, on peut travailler aussi cet onboarding dans le temps pour minimiser cet impact du retour au travail. Paul, je te laisse du coup prendre la suite pour nous en parler. À tout le monde, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou dans l'onglet Q&A, et Willem et Jonathan pourront vous répondre à l'écrit. Super. Merci à tous. Déjà, super, c'était très intéressant. Donc, très intéressant, même pour nous, NeoBrain, en termes de reprise d'activité. Merci. Merci aussi au Labérage, bien sûr, pour cette organisation et à tous les participants. Effectivement, alors, on a fait à peu près, on a essayé de faire le titre le plus long possible, je crois, de webinaire. Donc, comment établir un diagnostic des besoins en compétences de l'entreprise afin de minimiser l'impact du retour au travail. Et rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous parler de qui est NeoBrain très rapidement pour comprendre pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui. NeoBrain, donc, c'est une solution digitale qui accompagne, qui permet de réenchanter la gestion des talents et des compétences, qui permet entre autres d'anticiper. On fait partie des solutions, on travaille entre autres avec le ministère du Travail là-dessus et d'autres acteurs avec d'autres filières comme la filière automobile ou d'autres pour anticiper la manière dont les compétences évoluent à 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, en anticipant dans 50 pays différents, comment les compétences bougent et évoluent. Et d'un autre côté, on aide à aligner et à transférer correctement les compétences et motivations des collaborateurs pour les réengager au travail. Donc concrètement, nous, on couvre à peu près 8 sujets principaux chez NeoBrain, donc tout ce qui est mobilité, recrutement et staffing. On accompagne l'entreprise sur utiliser la compétence sur ces sujets-là, utiliser la compétence au service de la performance ou de la gestion des talents, utiliser la compétence sur la GPEC, l'optimisation du plan de formation, la gestion des potentiels, gestion de crise et autres, ou mobilité externe, outplacement. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on a de l'expertise et sur lesquels on est intervenu. 2-3 chiffres pour vous expliquer sur quoi on se base pour produire ces conseils et sur quelle expérience. Aujourd'hui, on travaille avec après 36 grandes entreprises. NeoBrain, c'est 55 000 collaborateurs qui se connectent tous les mois à la solution, 4,8 millions levés depuis le début. Et on sera à la fin de l'année à peu près 75. Donc, on a une expertise et un centre de recherche chez NeoBrain. On travaille entre autres avec l'Université de Strasbourg sur ces sujets de compétences et la manière dont on les amène. Alors, pour rentrer vite dans le vif du sujet, les 4 points qu'on va voir aujourd'hui. Le premier, c'est quel plan d'action RH mettre en place pour une reprise productive et sécurisée. Donc, ça fait le lien avec ce dont vous parliez juste avant. Le deuxième sujet, c'est quelles sont les 8 questions clés à poser à vos collaborateurs pour garantir une reprise efficace et pour avoir les bonnes informations pour gérer le déconfinement, éventuellement reconfinement, déconfinement, de pouvoir gérer avec plus de souplesse ce type de période. Troisième sujet, c'est quel tableau de pilotage des compétences en temps de crise, quels indicateurs il faut mesurer pour éviter de rentrer aussi dans l'usine à gaz. Et le quatrième point qu'on va voir, c'est les 5 sujets essentiels à avoir en tête pour maintenir l'engagement de vos équipes et managers dans cette période, hyper important. Donc, premier sujet, quel plan d'action RH pour une reprise productive et sécurisée?
Ce qu'on a, nous, de ce qu'on remonte des clients avec lesquels on travaille aujourd'hui, c'est globalement 4 contraintes principales sur ces sujets de diagnostic de compétences dans cette période. C'est peu de budget pour du conseil externe, donc bon, on coupe tous les budgets externes, peu de bandes passantes pour la majorité des équipes RH, hein, ça on le sait. Troisième point, c'est des enjeux forts de productivité à maintenir. Forcément, après une crise pareille, c'est clé. Et le quatrième, c'est peu ou pas de référentiel de compétences. C'est une usine à gaz, c'est très siloté, c'est partiellement adressé. Voilà, tous ces sujets. Et puis l'enjeu, c'est à quoi ça sert de faire un référentiel de compétences. Est-ce que vraiment ça a un impact? Est-ce que c'est utile pour le business ou est-ce que c'est juste pour se faire plaisir? Donc ça, c'est généralement les contraintes que vous avez. Donc les 5, l'enjeu là, c'est de répondre face à ces contraintes aux 5 casse-têtes à résoudre pour le RH pour donner à l'organisation l'agilité nécessaire à sa pérennité, c'est-à-dire quelles sont les compétences mobilisables, maîtrisées, motivées et disponibles. Comment anticiper l'absentéisme? On sait notamment lorsqu'il faut être présent sur place, je pense à l'industrie notamment, on accompagne beaucoup d'entreprises là-dessus. Donc comment je m'assure de qui sera présent ou pas pour m'assurer d'avoir une reprise cohérente, une reprise possible. Comment anticiper et limiter le risque de contagion? Comment prioriser les retours au travail? Qui déconfiner et comment faire? Et comment choisir le bon mode de travail pour garantir la productivité tout en préservant la sécurité de ses équipes. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, voilà comment ça se passe. Alors, première question, c'est comment on adresse l'évaluation des ressources et des compétences de manière efficace. C'est souvent une usine à gaz, ça prend des années, on se dit, mais attends, mais là, le faire maintenant, c'est no way. En fait, comment ça se passe aujourd'hui? 3 choses. C'est pour ça qu'on a vraiment structuré de cette manière. On a trois parcours. Le premier, c'est de quelles compétences on a concrètement besoin et sous quel format. Là, la première étape, donc ce qu'on suggère, c'est d'abord de commencer par une revue des équipes et de donner aux managers, c'est d'utiliser typiquement les systèmes de revue des talents, mais complètement twistés pour en faire des revues d'équipe super larges, sur lesquelles on demande aux managers de positionner et d'évaluer donc le risque d'absence selon le manager et selon les derniers contacts qu'il a. Quel est le risque d'absence selon lui? Quel est l'impact en cas d'absence sur l'activité et sur la productivité de l'entreprise? Et enfin, quels sont les modes de travail envisageables à l'échelle du collaborateur? Ça permet déjà de produire un premier diagnostic des personnes qui sont à fort risque d'absence et dont l'impact serait grave. Voilà. Pour lesquels il y aurait en plus de surcroît pas d'alternative comme le télétravail ou autre. Donc ça, c'est le premier truc, c'est de faire un zoom là-dessus et de savoir de quoi on a besoin. La deuxième question, c'est d'aller chercher quelles sont les compétences mobilisables. Pour ça, la question, c'est est-ce que vous avez un référentiel ou pas de compétences? Il faut savoir sur quoi on évalue, sur quoi on va baser cette évaluation. Si vous n'avez pas de référentiel, là, il faut bâtir une base d'ontologie de compétences. Pour ça, on a un kit qu'on a mis sur notre site que vous pouvez télécharger qui est comment bâtir un référentiel de compétences dynamiques. Et là, l'idée, c'est comment on divise par 4 le temps de constitution d'un référentiel et on arrive vite à constituer une première base, une première grille de lecture. Une fois que ça s'est fait, la question, c'est de cartographier les compétences disponibles avec 2 facteurs principaux, la maîtrise et la motivation. Ça, c'est une première chose. Et une fois que ça s'est fait, c'est d'aller évaluer les situations personnelles. Enfin, tu en parlais notamment, William, tout à l'heure. Les situations personnelles sont essentielles à prendre en compte. Risque d'absentéisme, niveau de stress, risque de contagion. Il y a plusieurs facteurs très pratico-pratiques à prendre en compte pour s'assurer d'avoir les bonnes ressources au bon endroit, au bon moment. Une fois que ça s'est fait, là, vous avez de quoi bâtir donc, des plans d'action collectifs et individuels. Et ça, nous, on préconise de le faire sur un rythme maximum de 8 semaines. Donc, en 8 semaines, on a fait ce rythme. Et l'idée, c'est de pouvoir le rafraîchir toutes les 8 semaines. Donc, ça, c'est vraiment l'enjeu pour garantir ce côté dynamique et en répartissant la charge au maximum avec des petites actions pour chacun. On fait un zoom sur la cartographie des compétences, qui est un peu le sujet clé aujourd'hui. Mais on voulait d'abord vous donner la photographie d'ensemble pour que ça fasse le lien avec votre activité. Comment ça se passe? Nous, il y a un facteur clé qu'on vous suggère d'introduire, c'est la motivation dans l'évaluation des compétences. Trop de fois, on voit, même dans le cadre des entretiens annuels, on évalue sur des grilles la maîtrise des compétences. Oui, ça tu maîtrises plus ou moins par rapport à l'attendu du job. Okay. Et concrètement, qu'est-ce que tu as envie de faire demain? Quand vous avez tu as un expert à risque dans ton équipe, tu as un expert dans ton équipe, mais qui n'est plus du tout motivé pour continuer à utiliser ses compétences demain. Là, l'enjeu, c'est d'être capable de le savoir très vite. Donc, c'est pour ça que nous, on préconise d'évaluer à la fois la maîtrise de la compétence ainsi que la motivation, ce qui permet derrière de produire une analyse de tes compétences sur lesquelles tu peux capitaliser en vert. En bleu, tu souhaites te former. Orange ou rouge, tu as beau être un expert, tu n'as plus du tout envie de faire ça demain. Et ça, c'est clé parce qu'on sait que la motivation, elle est intimement liée à la performance. Et notamment quand vous allez vouloir réembarquer les collaborateurs,
peut-être et certainement sur des métiers qui vont légèrement se transformer, connaître les compétences qu'ils souhaitent développer, ça va être assez stratégique. Maintenant, comment on évalue ces compétences de manière dynamique et fiable? Comment ça se passe aujourd'hui? Souvent, c'est long à faire. Ça a peu d'intérêt pour le collaborateur. Bon, j'ai fait ça, mais qu'est-ce que j'en retire pour moi? La consolidation, elle est impossible si on fait du champ libre et chaque collaborateur décrit comme il veut ses compétences. C'est souvent seulement déclaratif, donc certainement biaisé. Les moins bons surévaluent, les meilleurs sous-évaluent, les biais classiques. Et le point, c'est que les applications de cartographie de compétences, elles sont souvent complexes à mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça concrètement, quoi? Plutôt que des slides dans un coin, comment on en fait quelque chose d'utile. Nous, ce qu'on propose, c'est une approche dynamique, c'est-à-dire donc c'est principalement en collaborateur-manager, mais vous pouvez très bien introduire une troisième personne, c'est juste qu'on réduit au maximum ce cycle dans ces phases où la bande passante est limitée, avec pour le collaborateur au démarrage donc une autodéclaration qui est guidée par le système. Donc ça, c'est là où justement avoir des bases de compétences, de référentiels structurés, proprement décrits, ça va le guider dans cette approche. Autodéclaration, connaissance de soi, hyper important, surtout dans ces périodes où tout le monde a vécu des choses différentes. Il y en a qui étaient sous l'eau, hyper chargés, d'autres tranquilles au soleil. Comment on gère dans cette période-là? Comment je fonctionne? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever tous les matins? Voilà, concrètement. Donc ça, c'est là où on peut introduire des tests. On travaille avec Assessfirst, on travaille avec Central Test avec d'autres, mais il y a plusieurs éditeurs qui sont intéressants, qui vont vous donner des visions, et chacun souvent a des approches là-dessus, mais qui vont donner cette connaissance aux collaborateurs, l'aider à se recentrer un peu. Troisième sujet, c'est le feedback qui peut être utile. Ça dépend du type de compétence, mais ça peut être utile d'utiliser du feedback 360 ou autre, ou un système d'endorsement interne quand vous utilisez notamment quand vous souhaitez évaluer des compétences comportementales qui sont très difficiles, sur lesquelles c'est très difficile de s'auto-positionner parce que il y a votre propre référentiel. Et enfin, c'est d'objectiver ça. On peut avoir des tests techniques, on peut avoir des tests de connaissances, n'importe quel, ou des tests de langue. Je pense pour les langues, c'est très très normé, donc de s'appuyer là-dessus pour objectiver certaines évaluations de la compétence. Ça, c'est un peu des briques dans lesquelles vous pouvez piocher, mais c'est une succession qui donne la cartographie la plus fiable. À la sortie de ça, le manager valide, prépare un entretien s'il y a un gap d'évaluation. Et enfin, il fait un entretien guidé. Et c'est là où justement ça rejoint l'entretien carrière qui peut se mener et dont on parlait tout à l'heure. C'est de repartir en disant, OK, donc concrètement, qu'est-ce que tu as envie de faire? Sur quoi tu as envie de te déployer demain et de quoi l'entreprise a besoin? Et où est-ce que tu peux être le plus contributif possible? Ça répond aussi à la question de la peur de la perte d'emploi. Où est-ce que tu peux être contributif? Quelles sont les compétences stratégiques qui ont été déclarées comme stratégiques dans l'entreprise sur lesquelles tu peux miser demain pour être employable et à garantir des parcours professionnels continus. Le rythme qu'on préconise, c'est un rythme au moins trimestriel de mise à jour de mise à jour ici. Ça, c'est assez rapide. C'est 3 minutes par jour pendant 5 jours. Par contre, à la sortie de ça, c'est de le faire de manière assez fréquente. Les effets, c'est accélération du développement des compétences. C'est l'identification de la perte de compétences critiques aussi. C'est hyper stratégique. Et c'est l'objectivation du potentiel. Ça, c'est des effets positifs qu'on peut avoir derrière ça. Maintenant, la question, c'est mais tout ça, les compétences, c'est super compliqué. Est-ce qu'il faut avoir 12 milliards de tests, passer 6 ans en assessment, etc. Non. Ce qu'il faut, c'est savoir utiliser le bon outil d'évaluation par rapport à la compétence que vous évaluez. Donc, ça, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus parce que vous allez avoir le support par type de compétences, savoir-faire, savoir-être, connaissances, capacités potentielles. Voilà des briques et actions très concrètes que vous pouvez déployer et enrichir dans vos feuilles de route RH pour optimiser cette cartographie. Dernière chose, c'est enrichir votre cycle RH avec la gestion des compétences et de la motivation. En fait, ça, une fois que vous avez fait ça, c'est super, ça va répondre à une question immédiate de qui il faut déconfiner, où est-ce qu'il y a des compétences critiques qui sont clés pour faire tourner l'entreprise, genre le gars qui s'est cliqué sur le bouton qui s'est fait marcher la seule machine de l'usine, on l'a déjà vu chez un client. On déconfine, super, sauf qu'il manquait les 12 personnes clés qui n'étaient pas pointées le matin. Là, qu'est-ce qu'on se passe? On reconfine et on a perdu 80 ou 100 000 euros de redémarrage raté des usines. C'est hyper stratégique. Donc, c'est pour ça que connaître flaguer les compétences stratégiques pour vous, c'est clé. Mais une fois que vous avez fait ça, vous allez enrichir tout le reste de votre cycle RH. Donc, bien sûr, l'évaluation et le besoin de compétences, la planification des effectifs, la mobilité interne, la planification des carrières et le développement des compétences, les plans de succession, vos recrutements et sélections qui peuvent être enrichis par des dispositifs d'évaluation des compétences plus fins, les revues des talents, la détection et la gestion des hauts potentiels, l'optimisation des actions de formation. Donc ça, c'est des exemples. Et pour les plus grands aventuriers, c'est d'introduire la compétence dans les revues salariales. Là, c'est particulièrement challengeant, mais on a déjà vu, ça marche. Mais bon, il faut être bien accompagné pour ça. Ce n'est pas le sujet du moment. Plutôt se concentrer sur les 8 points et d'enrichir vos processus RH avec la compétence. Les 8 questions à poser à vos collaborateurs pour garantir une reprise efficace.
Donc, on a fait ce premier travail, entre autres, justement en lien avec plusieurs universités. C'est un peu les 8 points clés. Donc, est-ce que vous êtes confortable avec vos conditions de télétravail? L'idée, c'est de déconfiner d'abord ceux qui sont, quand on parle des vagues, effectivement, de déconfinement par vague qu'ont adopté certaines entreprises. Si vous êtes déconfiné d'abord ceux qui vivent très mal le télétravail. Ça, c'est important aussi. C'est de leur permettre, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, si c'est possible et que la personne vit mal le télétravail, parce qu'elle n'est pas bien, elle ne sait pas s'organiser, elle n'a pas les conditions matérielles pour le faire correctement, et dans une chambre de bonne à Paris, mettez-les dans les premières vagues de déconfinement. Ça, c'est la première chose. Et il faut évaluer là-dessus le matériel. Donc, est-ce que je suis satisfait du matériel, de l'espace et de l'organisation familiale? Parce que parfois, j'ai juste envie de revenir au boulot parce que j'en peux plus d'entendre mon enfant crier toute la journée. J'en ai marre. Il faut que je revienne. Il faut que j'ai vraiment un peu de respiration au boulot. Deuxième question, c'est quelles sont vos conditions de travail habituelles? En fonction de ça, il y a des risques de contagion qui sont différents. Si je suis en open space, si je suis en bureau seul, si je suis dans ma voiture, etc. Donc, concrètement, où est-ce que je me trouve? Donc là, on vous a mis quelques suggestions. Pour vous rendre au travail, est-ce que vous prenez les transports en commun? Pareil, ça, c'est démontré. Transport en commun égale augmentation du risque de contagion. C'est sûr et certain. Donc, si la personne fait 2 fois le tour de Paris en RER avant d'arriver, vaut mieux qu'elle reste chez elle, pour faire simple. En tout cas, vous la mettez bien isolée. Les nouveaux usages de convivialité, donc savoir comment les personnes envisagent aussi la convivialité demain, c'est important. Pareil, l'homme est sociable par nature, donc il faut identifier comment ils vont recréer ces liens de manière sécurisée. Quelle est l'appropriation là-dessus? Comment vous appréhendez le retour au travail, là, avec des émotions, petits smileys émotions, est-ce que je suis stressé ou pas? Donc là, c'est justement là, on peut avoir ce type de facteurs. Le mode de garde pour vos enfants, ça c'est stratégique parce que c'est peut être effectivement un des facteurs. J'ai envie d'aller au boulot, mais j'ai juste personne pour garder mes enfants. Donc, pas possible, je dois rester chez moi. Vos congés d'été, ça c'est important aussi pour certaines entreprises de ne pas oublier de poser cette question. Comment est-ce que vous envisagez ces congés d'été? En famille, avec des amis, au travail, autre? Concrètement, comment ça va se passer? Et le dernier, c'est comment est-ce que vous vous sentez à l'instant. Ça, c'est important, ça vous donne un petit baromètre de comment ils se sentent de manière globale à l'instant. On ne peut pas poser des questions de santé, même si depuis une semaine, des nouvelles directives qui sont sorties qui impliquent que certaines entreprises, sur demande, pourront avoir l'information de certaines informations de santé des collaborateurs. Mais c'est forcément extrêmement controversé, donc à valider de manière sécurisée en CSE avant. Ça, de toute façon, vous aurez ça à disposition. Je vois l'heure qui tourne, donc je vais aller vite. Reste Vous encore pouvez 5 rajouter minutes, parce qu'on a 5 commencé minutes. en retard. Donc Très bien, ok, super. Donc, ce qui est possible de rajouter, c'est les vagues de déconfinement. Une fois que vous avez planifié vos vagues, de pouvoir demander aux collaborateurs de s'inscrire sur la vague de déconfinement qui lui semble la plus importante. C'est un peu une alternative avec savoir si la personne a envie de se déconfiner ou pas, tout simplement. Et le deuxième système, c'est les horaires aussi privilégiés. Ça peut être intéressant, notamment, je pense, quand vous êtes dans des grandes villes, notamment à Paris, dans lequel l'enjeu est de limiter au maximum les contacts, d'éviter d'être tous collés serrés dans le RER le matin. Donc voilà, d'anticiper quelles sont les plages qui seront les plages de préférence au moins des collaborateurs. Ce qu'il faut, c'est que ce questionnaire, l'objectif, elle doit être explicite. Il n'y a pas de sanction si vous dites que, la démarche doit être explicite et les personnes ne doivent pas avoir peur de répondre à ça. Deuxièmement, le questionnaire doit être nominatif. Il doit être synchronisé avec votre core HR si vous en avez un ou le système de paye pour en tout cas savoir qui a répondu quoi. C'est hyper stratégique parce qu'il va falloir mettre en place des plans d'action individuels et l'expliquer comme ça. Le salarié doit pouvoir y répondre bien sûr sur n'importe quel format, mobile, ordinateur. C'est important de ne pas couper ça si la personne n'a pas forcément d'ordinateur au quotidien, etc. Et l'output, un des outputs en tout cas, ça doit être une synthèse pour le manager pour pouvoir organiser le travail de son équipe. Aussi, l'enjeu, c'est de responsabiliser le manager qu'il ait les outils pour savoir qui va se déconfiner. On a des petites matrices de positionnement, notamment celle qui est risque d'absence, impact en cas d'absence, avec un petit label sur chaque collaborateur sur est-ce qu'il y a des alternatives au travail en présentiel. Très simple. Vous avez 9 cadrans, c'est un peu la 9box, mais twisté pour que ce soit utile pour d'autres choses. Et là, vous avez la possibilité d'identifier rapidement les collaborateurs sur lesquels il y a un zoom à faire. Et là, il peut justement solliciter un RH pour dire comment on fait. Il ne veut pas venir, pourtant c'est stratégique, je ne peux pas prendre l'activité sans lui. Voilà. Donc ça, c'est clé. Le tableau de pilotage, rapidement, ça fait un peu tarte à la crème, mais pourquoi c'est intéressant? C'est d'utiliser, en fait, cette crise et ce déconfinement, il y a une gestion du risque. On a vu 2 approches, la gestion du risque et la gestion de l'opportunité. Sur l'opportunité, on a tout ce qui concerne l'interne, ce qui est clé, donc opportunité et risque interne. Opportunité, qu'est-ce que vous avez comme opportunité et type d'indicateur à mesurer? Combien de personnes, une fois que vous avez fait ce travail de compétences, combien de personnes sont employables vers des emplois stratégiques de l'entreprise, vers des emplois qui sont clés pour demain?
Donc là, ça vous permet déjà de faire bouger des personnes peut-être vers des métiers qui sont importants pour vous. Le manque à gagner. Combien de collaborateurs sont au niveau, combien sont à faire monter en compétences et où est-ce qu'il y a des besoins à identifier, des plans d'action individuels à déployer. D'homogénéiser la charge. Pareil, t'en parlais, William, tout à l'heure, prêt de personnel, il y a plusieurs dispositifs. Une fois que vous avez cette notion de compétence, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez gérer pour gérer, pas forcément des mobilités pour 6 mois, mais ne serait-ce qu'en interne, gérer des missions et de bouger ou entre entreprises. Tout ce qui concerne le nombre de… Après, un des indicateurs, c'est le nombre de compétences révélées aussi, qui étaient méconnues d'entreprise et qui maintenant sont chez vous. Et aussi des indicateurs de prêt de personnel qui effectivement peut être une des pistes. Tout ce qui est gestion du risque interne, risque de désengagement, absentéisme fort, manque de compétences, risque de perte de compétences critiques, hyperstratégiques, qui va partir, qui est en train de… qui va parvenir concrètement, risque de contagion, absentéisme, sécurité, risque de départ de hauts performeurs. Et après, vous avez des enjeux externes. Je ne vais pas faire pareil. Là, je ne vais pas rentrer trop dessus pour avancer un peu plus loin là-dessus. On a des opportunités externes, des recrutements facilités, des salaires qui sont parfois en baisse, donc la possibilité d'être plus attractif pour certains secteurs d'activité qui avaient du mal à tirer la couverture sur certaines fonctions qui étaient très valorisées dans d'autres secteurs. Donc, il y a des opportunités. Il y a aussi des faiblesses, c'est qu'il y a une évolution très rapide des métiers. Donc, il faut avoir le plus d'anticipation possible et de réfléchir régulièrement à qu'est-ce qu'on va attendre de nos collaborateurs pour leur donner cette visibilité qui va les rassurer. Des exemples de tableau de bord, je prends l'exemple de la mobilité. Ce que je vous disais, nombre de personnes qui peuvent bouger vers des emplois stratégiques. Où sont vos viviers internes? Concrètement, j'ai besoin d'ingénieurs informatiques. Quels emplois ils exercent aujourd'hui? C'est les personnes qui sont capables de bouger vers ce métier. Ici, combien de personnes sont employables vers d'autres métiers internes? Voilà, c'est ce type de vision pour voir les emplois en déclin, les emplois en développement et comment je fais passer les gens de l'un à l'autre. Paul, il te reste 1 minute si tu peux conclure. Je conclus. Du coup, je vais aller vite sur 2-3 éléments qui me semblent importants pour vous. Les 5 points essentiels à avoir en tête pour maintenir les 4 points d'ailleurs, je crois 5, pour maintenir l'engagement de vos équipes managers. Ça, c'est intéressant. C'est Eric Albert de YouSide. Je ne sais pas si certains doivent le connaître. Avoir un temps de débriefing des émotions. Après cette période chargée en émotion, il y en a les personnes ont vécu ça de manière très différente. Il y en a, c'était le top, c'était super, d'autres, c'était terrible, c'était traumatisant. À juste avoir un temps et préparer les managers, avoir juste un moment à leur prise de débriefing des émotions. Qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez ressenti les choses, comment ça se passe. Deuxièmement, c'est d'ancrer les modes de travail efficaces. Poser une question simple. Qu'est-ce qu'on tire de positif de ces nouveaux modes de travail et qu'est-ce qu'on va garder? Troisième sujet, c'est avant de redémarrer à fond, parce que la reprise, elle va se faire sous pression pour rattraper les pertes dans plein de secteurs d'activité. Il faut prendre le temps d'aligner les priorités, donc de savoir sur quelles sont nos priorités, quels sont nos enjeux, et de les communiquer clairement. Le quatrième, c'est la gestion de l'énergie. Pourquoi? Et ça, je pense que c'est particulièrement utile pour les RH qui ont vécu cette période. C'était ultra dense. C'est-à-dire qu'on a en même temps, dans cette reprise, évité la communication en disant « Bon, c'était la cata, il va falloir que tout le monde redouble d'efforts pour maintenir l'activité, etc. » Et en même temps, vous allez avoir deux modes de réception de ce message. Ceux qui ont été cool, qui ont pris l'énergie, qui sont battants, et ceux qui ont déjà bosser 2 fois plus que tout le monde, je pense notamment au RH. Et là, quand on vous dit ça, vous vous dites, attends, il déconne ou quoi? C'est pas possible. Comment je peux faire ça? Donc, gérer aussi des temps pour respirer et gérer bien votre énergie parce qu'il faut passer du rush à l'endurance. Ça va durer un peu de temps, donc il faut bien planifier cette énergie. Je vais aller vite là-dessus. J'ai squeezé quelques trucs. Donc, si jamais, de toute façon, vous aurez le support. Si jamais vous avez des questions, on est là et avec plaisir pour y répondre. Super. Merci beaucoup, Paul. On a déjà 2 questions oui. Une des questions, c'est pour te dire merci, très intéressant et complet. Donc là, c'est bon. Une question à laquelle il est facile de répondre. Merci. Et on a une deuxième question, si tu peux y répondre vraiment en 2 minutes. Conseillez-vous de mettre en place un baromètre RH sur les premières semaines du déconfinement? Complètement. Ça, c'est une super question parce que c'est vraiment quelque chose qu'on suggère à 100%. C'est de prendre le pouls dans les premières semaines, de comprendre comment les choses se passent parce que ça va se passer effectivement, comme vous le disiez, il y a plein de choses très anxiogènes. En plus, l'entreprise ne maîtrise pas toute la communication. Il y a la communication qui est faite à l'extérieur, il y a les effets de balancier, il y a les plans de relance.
tout le monde est sollicité sur BFM en permanence en ce moment. Donc, c'est important de gérer, de prendre le pouls en permanence de l'organisation. Donc, de mettre un baromètre le plus fréquent possible. Il y a plein d'acteurs qui sont très, très bons là-dessus. Et de prendre le pouls très régulièrement de l'organisation pour pouvoir réarbitrer. Et surtout, je peux vous dire une chose là-dessus, c'est que sur le baromètre, au lieu de juste faire un baromètre global de l'organisation, c'est de le redécouper à chaque nœud de l'entreprise. Direction ou découpage territorial si c'est la structure de votre organisation. De savoir à chaque nœud quels sont les résultats de votre baromètre et de pouvoir les comparer entre eux. Parce que c'est ça qui compte, c'est d'être capable de comprendre où est-ce qu'il y a des problèmes et où est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à diffuser. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Merci Paul, tu réponds super bien à la question. Et on avait eu entre-temps une question qui avait été pour Willem, mais à laquelle il a répondu à l'écrit. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à ouvrir l'onglet Q&A et à regarder dans les réponses. C'était Aude qui nous demandait quelles questions poseriez-vous dans le questionnaire de retour. William y a répondu à l'écrit, mais au final, Paul, dans son intervention, a aussi super bien répondu à la question, parce qu'il a donné 8 questions à poser pour déconfiner efficacement. 8 questions que vous récupérerez de nouveau dans les supports qui seront envoyés après. Merci Paul pour ton intervention. Il va être temps pour nous de passer à notre troisième intervention, celle de Dounia. Du coup, c'est super parce que Paul nous a apporté vraiment l'idée de comment établir ce diagnostic et cet état des lieux en amont de l'inboarding, comment le préparer au mieux et comment faire en sorte que ce soit le mieux réussi. Et Dounia, elle va nous parler plus du concret. Alors, elle va nous reparler aussi un petit peu quand même de l'avant, parce que c'est une étape importante, mais elle va aussi nous parler du pendant et de l'après, qui sont des choses qu'on a peut-être moins vues pour le moment et qui vont vraiment finir de nous donner une vision globale. Dounia, je ne parle pas plus, je te laisse la parole. Vous m'entendez bien? Je vous partage mon écran tout de suite et vous devriez voir ma présentation. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, pour le moment, non, on ne voit pas. Alors, hop. Ça a l'air bon. C'est parfait. C'est bon, on voit. Merci. Donc, Vizdiz est une solution de mobile learning qui est aussi omnicanal. La période en fait, de confinement a été hyper intéressante pour nous parce qu'on attendait de voir un peu ce qu'on allait pouvoir faire avec nos clients et les besoins qui allaient émerger. La formation, finalement, a été centrale dans le fait d'accompagner les collaborateurs pendant le confinement. Et donc, on a eu l'occasion de voir plusieurs projets se déployer auprès des collaborateurs pendant ce confinement. Notamment, par exemple, par rapport à la RATP qui a profité, on va dire, entre guillemets, du temps disponible des collaborateurs pour les former sur des sujets d'appropriation digitale, mais aussi des collaborateurs qui ont été accompagnés, par exemple, à la Caisse des dépôts sur, on va dire, la gestion du télétravail, avec des outils de social learning. Donc, il y a eu une grande variété de réponses qui ont été données pendant le confinement. Et en fait, la solution a permis de maintenir ce lien et du coup d'envisager cet inboarding après ces quelques semaines de confinement. Donc, il y a plusieurs problématiques qui ont émergé pendant cette période. Dans un échange constant en fait, avec nos clients, nous, on en a dénombré 3. L'espace de travail va être transformé. Donc, il est transformé durablement par la crise. En fait, il s'agit de la découverte, de la redécouverte d'un lieu qu'on connaît, mais dont les règles d'usage sont complètement revues. Ce qui est questionnant aussi, c'est que ce qu'on a constaté pendant le confinement, c'est que les durées en fait, ont été reportées. Il a fallu s'adapter avec les différentes annonces qu'il y a eu. Et finalement, on a du mal à se projeter dans la durée de ce confinement. Et pour les déconfinements, c'est un peu pareil. On a des règles d'usage qui sont revues pour une durée en fait, qu'on ignore. Les locaux qui sont partiellement ouverts, les réunions qui sont proscrites, les roulements dans les congés, par exemple, est-ce qu'on va être amené maintenant à partager nos calendriers de congés de façon vachement plus ouverte en lien avec les collaborateurs. Donc, il y a des usages de l'espace qui sont transformés par ça et qui sont transformés aussi par les gestes barrières. Je pense qu'ils vont s'ancrer en fait, dans les habitudes d'usage des locaux, notamment. Une autre problématique, la collaboration a été mise à rude épreuve et je pense qu'on a tous eu l'occasion de le constater de façon plus ou moins forte pour ceux qui ont en tout cas maintenu une activité pendant le confinement. Il a fallu apprendre de nouvelles façons de travailler ensemble. Et ça a été crucial en fait, que les entreprises mettent à disposition des contenus, par exemple, comment bien mener une visio-conférence, une réunion à distance, en tout cas avec ses collaborateurs, les bonnes pratiques du télétravail. Enfin, il y a vraiment des sujets
à adresser par le biais de la formation pour les collaborateurs qui maintiennent l'activité pendant le confinement. Il y a eu par exemple aussi le déploiement de nouveaux outils qui ont été nécessaires pendant le confinement et sur lesquels il a fallu onboarder les collaborateurs. Une troisième problématique, c'est préserver la qualité de vie au travail. Donc, retrouver autant que possible une vraie qualité de vie. Ça rejoint un peu l'intervention de Flobo. Donc, l'ambiance au travail dans un contexte un brin anxiogène, en fait, peut être un vrai challenge pour les RH, et notamment la disparition quasiment des temps d'échange informels qui sont en réalité tout autant nécessaires que les autres types d'échanges. Donc, à ces trois problématiques, on apporte 3 types de réponses à développer. Donc, pour réussir son onboarding, transmettre les bons gestes. Donc, ça, c'est vraiment la base pour réouvrir ces espaces de travail. C'est de s'assurer que tout le monde est bien à bord, justement, pour appliquer les usages de l'espace, le lavage des mains, l'ascenseur, la salle de réunion, la pause café. Et c'est une problématique qui va être en fait constante et sur laquelle il va falloir informer au fur et à mesure que justement ces règles évoluent. Il y a une réorganisation du temps et de l'espace. Par exemple, en déroulant le scénario d'arrivée sur le jour J. Que se passe-t-il lorsque j'arrive le matin le premier jour pour découvrir cette réorganisation du temps, des espaces. Au-delà de ça, ce qu'on constate aussi de façon très appuyée, c'est la nouvelle dimension donnée au télétravail. Jusqu'à aujourd'hui, le télétravail était vraiment, on va dire, une option qui est réservée à quelques cas particuliers. Ça peut être des collaborateurs qui sont experts, qui sont très autonomes, des personnes qui décident de prendre un temps de télétravail avec associé à un temps de travail qui est aménagé. Aujourd'hui, on voit que ce télétravail en fait s'ancre vraiment dans les nouvelles pratiques et il va falloir en faire, je pense, une priorité en termes de formation. C'est que le télétravail, c'est une compétence en fait et qui s'apprend. Et c'est à l'entreprise aussi d'établir le cadre dans lequel les collaborateurs vont pouvoir apprendre à télétravailler ensemble. Donc, il y a plusieurs défis comme ça qui viennent s'imbriquer les uns dans les autres pour pouvoir en fait mutualiser nos façons de travailler qui vont être de plus en plus diversifiées. Le bien-être qui reste quand même, comme on l'a vu dans les différentes interventions centrales, donc gérer l'anxiété qui est probable liée à cet événement, instaurer un climat de maîtrise et d'échange. Et donc ça veut dire que l'entreprise doit ouvrir en fait des canaux de communication qui sont fiables, qui sont constamment accessibles, qui sont évolutifs, et qui va montrer aussi que tous les cas de figure ont été envisagés. Donc, penser le travail avec les prestataires, avec les freelances, proposer des ressources en termes de bien-être, ne pas oublier les profils les plus impactés, les personnes qui sont à distance, les personnes qui ont des problèmes de santé aussi. Et donc, voilà, ouvrir des contenus qui vont pouvoir toucher les différentes populations dans les différents cas de figure de travail qui vont être envisagés et dans les différents temps en fait, de cet onboarding, c'est-à-dire quitter le confinement pour arriver sur ce premier jour et en fait pouvoir vivre les différentes vagues de reprise à son rythme et un peu en décalé, comme si on chantait une chanson en canon. Il va falloir trouver son harmonie à plusieurs et avec en fait ces différences. Donc finalement, on va permettre en formant aux personnes d'investir leurs différences au travail. Je pense qu'on a tous eu l'occasion de voir des clients et des collègues dans la déco de leur appart avec les enfants, le chat, la famille, etc. Donc, il y a quelque chose de très personnel en fait qui se déploie dans ce temps de confinement, c'est qu'on se redécouvre au travail avec toutes nos différences et on ne peut pas tout simplement les abandonner derrière soi maintenant qu'on se déconfine. Et finalement, on va créer des espaces qui vont permettre aux gens aux collaborateurs dans l'entreprise de porter leurs différences, en fait, sans qu'elles soient une douleur et sans qu'elles créent des différences entre les uns et les autres qui sont trop impactantes. Donc, finalement, l'entreprise, c'est la somme des gens qui la composent. On est en train de détacher cette problématique et on est en train de détacher, en fait, cette définition de l'entreprise de l'espace physique qui le constitue. Donc, comme je le disais sur le télétravail, on constate ce changement de statut et finalement, ça se constate sur la collaboration, sur l'usage des outils digitaux. Il y a beaucoup de sujets qui reprennent en fait beaucoup d'ampleur
et qui sont, on va dire, mis en exergue par ce temps de crise, mais qui en fait ne font qu'accélérer des changements qu'on pouvait déjà constater. Pour nos clients, par exemple, dans la digitalisation de la formation, l'adoption d'un outil de formation omnicanal mobile, en mode mobile learning, micro-learning, en fait, dans un premier temps, souvent accompagne des modalités assez traditionnelles de formation. Et petit à petit, on voit justement que le digital permet en fait, de gagner du terrain, de la flexibilité, aussi de l'engagement, enfin, de faire quelque chose de plus ludique et de plus suivi, de plus constant, en fait, de faire de la formation quelque chose de moins espacé dans le temps. Et finalement, tout ce qu'on voyait poindre, aller dans une certaine direction, il y a comme un coup d'accélérateur. Et finalement, il faut s'engouffrer quelque part dans ces changements. Donc, la question que je me suis posée en discutant de tout ça avec mes clients, c'était est-ce que l'inboarding post-Covid-19 est une gestion de crise? Il y a plusieurs choses qu'on note. L'inboarding ne concerne pas le retour au travail, mais l'activité. Il ne s'agit pas justement de gérer un jour J, mais vraiment de gérer une période de durée indéfinie, avec une vigilance qui va être exigée pendant un temps en tout cas long, mais en tout cas une transformation qu'il faut laisser en fait voilà, avec un flow, hein, sans faire le rappel de flow, mais en tout cas voilà, accepter ce nouveau flux en fait, hein, de travail et pas le gérer de façon événementielle. L'inboarding va se faire par vague. Et comme je le disais auparavant, la reprise va être progressive. Elle ne concerne pas tout le monde en même temps. On va devoir intégrer les différents cas de figure en restant le plus inclusif possible. Pour rebondir sur les interventions précédentes, en termes de motivation, en termes de bien-être, une des vraies clés, c'est justement de se sentir adressé en tant que collaborateur, même lorsqu'on s'inscrit dans un cas un petit peu particulier. Finalement, cette problématique n'est plus celle d'une crise, mais d'une conduite du changement. Il s'agit d'une réorganisation durable du travail et il ne s'agit donc pas d'informer, mais de former. Je pense que ça peut être un angle intéressant aussi pour les RRH qui sont avec nous aujourd'hui, de l'envisager comme ça. Parce que finalement, même quand on est soit amené face à un mur de responsabilité en fait, dans ce rôle, le fait de le nommer crise, c'est quelque chose qui peut, qui va peut-être nous déstabiliser, nous faire penser qu'il s'agit de quelque chose qu'on n'a pas l'occasion très souvent de gérer dans une vie de RRH et que ça va être difficile et que ça va être douloureux. En l'envisageant comme une conduite du changement, là, on peut retrouver un peu de confort parce qu'on a justement les outils chez soi qui nous permettent de le faire de façon confortable, avec de la conviction, avec de l'engouement et avec finalement une approche qui va parler aux collaborateurs et en tout cas une approche à laquelle ils vont être extrêmement réceptifs. Donc, il faut justement pour répondre à ces problématiques de conduite du changement, adopter des stratégies qui notamment, entre autres, sont celles de la formation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'informer les collaborateurs sur une actualité de l'entreprise, comment ça se passe aujourd'hui, mais vraiment de les inclure dans cette transformation, qu'ils puissent en adopter les outils, les pratiques et qu'ils développent en fait les compétences qui sont liées au fait de pouvoir s'adapter. On entendait le mot résilience tout à l'heure. C'est quelque chose qui peut se développer dans le temps. Donc, l'idéal dans un cadre de formation qui va permettre aux collaborateurs de développer justement cet état de résilience, c'est d'avoir des ressources qui sont toujours disponibles, donc en mode Atawadac, donc anytime, anywhere, any device et any content. Notamment, voilà, notre solution avec le mobile learning, par exemple, permet de former sur les mêmes supports les collaborateurs qui sont revenus au bureau sur leurs ordinateurs, les collaborateurs qui sont restés chez eux sur leur mobile, sur leur tablette, d'être notifiés. On va pouvoir créer un univers, on va dire, formation cohérent où chacun va pouvoir aller chercher la ressource dont il a besoin quand il en a besoin. Donner la part belle au distanciel, ça forcément c'est un des effets
le plus flagrant, hein, c'est que de se retrouver dans des salles de classe, des salles de conférence ou dans des salles de réunion devient un petit peu compliqué. Donc, on va passer sur des outils digitaux et ça implique une forme de contenu qui va être un petit peu différente. La création de contenu doit être simple pour être rapide et elle peut aussi être ouverte. Ce qu'on fait pour nos clients, par exemple, c'est de mettre à disposition un outil auteur donc, qui est parfaitement impliqué à notre solution et qui va permettre non seulement au service, au pôle formation, de créer tous les contenus qui vont être nécessaires pour accompagner en profondeur cette période, mais on va aussi voir, comme on l'a vu avec certains de nos clients, notamment Leroy Merlin, par exemple, voilà, RATP ou à la Caisse des dépôts, c'est l'investissement de formats tels que les tips, qui sont une façon d'ouvrir la création de contenu de formation aux collaborateurs. Et là, on met vraiment en place des stratégies de création de contenu avec plusieurs sources. Par exemple, ça peut être intéressant d'avoir des collaborateurs qui sont déconfinés, qui reviennent au bureau, qui vont créer des contenus sur… alors, ça peut être des choses qui sont de l'ordre du témoignage, de la prise de parole, de la perception de ce déconfinement. Ça peut être des choses techniques liées au métier. Et en tout cas, ça permet d'avoir des sources de contenu qui ne sont pas que descendants, mais d'avoir aussi des sources horizontales qui vont permettre aux collaborateurs qui s'apprêtent à revenir de se projeter et d'avoir aussi à leur disposition une parole qui va être incarnée par leurs collaborateurs. Donc, on a quelques clients qui ont joué le jeu de cette stratégie-là pour pouvoir gagner en réactivité sur la création de contenu, pour avoir des visages humains et qu'on connaît en fait dans l'entreprise, dans ces contenus qui sont fournis. Un dernier point, ça va être justement, je l'évoquais à demi-mot avec les tips, le social learning. C'est un canal qui va être très fort parce que lorsqu'on est dans un pôle formation, finalement, le fait d'adresser tous les cas particuliers, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça peut être un challenge un peu difficile lorsqu'on a plein de profils qui cohabitent. On va pouvoir avoir un complément, en fait, créer un environnement à cela avec le social learning où les collaborateurs vont pouvoir échanger entre eux, vont pouvoir s'accompagner les uns les autres. Les personnes qui sont les plus fortes, qui sont les plus à l'aise et qui sont les moins sensibles justement au changement vont pouvoir aussi répondre. On va pouvoir créer un environnement comme ça avec une vraie solidarité et ça peut être aussi un élément de motivation extrêmement important. Ça peut aussi redonner un espace qui va pouvoir compenser justement le manque d'interactions informelles, ces interactions qui ont disparu en fait parce que les temps de réunion via Zoom et les échanges de mails ne le permettent pas. La formation, pour qu'elle soit engageante, juste, au plus proche des préoccupations en fait réelles des collaborateurs, doit et peut en tout cas inclure ce type de canaux et ce type de mécanique qui est extrêmement efficace. Pour réussir sa conduite du changement, pour ne pas l'appeler gestion de crise, soyez lean. Donc, face au changement, une solution qui est simple à déployer, qu'on peut aussi modifier en tout temps. Comme je parlais des vagues tout à l'heure, c'est intéressant aussi de pouvoir réajuster le tir, modifier les choses, les compléter, les augmenter, manager cela en temps réel, avoir une vraie overview sur ce qui se passe. C'est ce qu'on a pu constater en tout cas avec nos clients, même si c'est encore en cours de déroulement. Mais en tout cas, voilà, je pense que effectivement, les responsables des ressources humaines ont vraiment un rôle, on va dire, de pilier dans la maison face à cette gestion, cette conduite du changement. Mais que justement, le pôle formation est vraiment un des moyens de créer un lien très fort avec les collaborateurs, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, dans leur phase ou dans l'espace et en tout temps. Voilà. Donc, s'il y a des questions sur cette présentation, je me ferai un plaisir d'y répondre tout de suite ou après par mail, pourquoi pas. Merci Dounia. J'ai l'impression que pour le moment, on n'a pas de questions suite à ton intervention, mais n'hésitez pas dans le chat ou dans l'onglet Q&A à poser vos questions, on sera ravis d'y répondre. Idem, si vous avez des questions du coup pour Paul ou Willem, c'est le moment, il nous reste un tout petit peu de temps.
Je vais peut-être moi restituer un peu le sentiment que j'ai eu avec vos 3 interventions. Et puis après, si on a le temps, moi de toute manière, j'ai des petites questions pour vous aussi. Le premier sentiment que j'ai eu suite à vos 3 interventions, c'est quelque chose qui ressortait des 3. C'est cette idée en fait, on est face à la fois à un enjeu collectif et à un enjeu individuel. C'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez tous insisté. C'est-à-dire, certes, vu qu'on s'adresse à tous les collaborateurs, on est obligé d'avoir des démarches collectives, mais à chaque fois, on est bien obligé aussi de prendre en compte l'individuel, parce que chacun a été impacté d'une façon différente et parce que chacun a vécu les choses de manière différente. Et Dunia, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit quand tu as insisté sur le côté, il faut accepter nos différences, et c'est vraiment ça. Et si on parle de différence, a priori, on parle d'individuel et pas de collectif. On a eu de Flobo, grâce à Jonathan et Willem, cette idée de ne nous focalisons pas uniquement sur la sécurité et sur l'administratif, pensons aussi à la dimension cognitive qui, elle également, peut s'adresser en collectif et en individuel. La motivation, l'engagement, c'est nécessaire. Ça s'est vu aussi dans l'intervention de Paul. C'est-à-dire, oui, il faut conjuguer des compétences qui sont nécessaires à l'activité de l'entreprise, mais avec la situation personnelle de chacun. Donc, de nouveau, on a du collectif avec ces compétences qui sont nécessaires pour que le collectif avance, pour que l'entreprise fonctionne, mais on a aussi une situation personnelle, individuelle à chacun. Et l'enjeu, au final, dans l'intervention de Paul, on a vu qu'il est uniquement ou principalement là où il y a d'un côté une compétence clé nécessaire et de l'autre, a priori, personne de disponible sur le point de vue individuel. Mais tous les autres cas, ils ne sont pas si difficiles que ça à adresser. Soit on a des compétences clés et des gens disponibles, et c'est parfait, soit ce sont des compétences qui ne sont pas clés a priori pour le fonctionnement de l'entreprise, et donc on est beaucoup plus libre sur le fait de devoir onboarder maintenant ou demain dans une autre vague, en prenant plus le temps d'avoir quelque chose adapté à la situation de chacun. L'exemple de la personne qui vit dans une chambre de bonne, autant la réonboarder tout de suite en physique, versus la personne qui est peut-être dans un état, et là-dessus la dimension cognitive de Flobo est importante, dans un état de stress ou autre, peut-être qu'on peut prendre plus le temps d'adresser ces enjeux-là. J'ai beaucoup aimé aussi cette idée, Dunia, que tu disais d'apprendre à chanter en canon. C'est vraiment ça. Ne nous pressons pas, prenons le temps. On peut chanter en canon, c'est joli aussi. Une chanson chantée en canon, c'est top. Et puis, une dernière chose que j'ai notée dans vos interventions, c'est cette idée que l'espace de travail va être transformé. On ne revient pas à la situation pré-confinement. On n'est plus dans la situation du confinement. On est vraiment dans une 3e et une nouvelle configuration. Et là, pareil, Dunia, c'est un peu ce que tu dis en disant on n'est pas là pour gérer un jour J, on est là pour gérer une période. C'est une transformation dans laquelle on est. Nous, notre enjeu par rapport à tout ça, c'était de se dire on s'adresse à une cible RH qui sont débordées en ce moment, et l'enjeu, c'est de vous équiper pour le déconfinement. Et moi, à travers ces interventions, j'ai l'impression que vous êtes effectivement équipés, parce que vous repartez avec la presse de Jonathan et Willem, dans laquelle ils font des do et don't à la fois sur du collectif et sur l'individuel pour adresser cette dimension collective. Vous repartez avec les 8 questions à poser pour déconfiner efficacement de Paul. Pareil, Paul, il a aussi apporté 4 astuces pour réussir le déconfinement qui venaient d'Eric Albert de YouSide. Et enfin, Dunia, elle nous a donné les 3 axes à développer pour réaliser son onboarding. Avec tout ça, j'ai vraiment le sentiment que ce webinaire, il a servi à vous équiper, et n'hésitez pas à le dire, pareil, dans les commentaires si vous avez des ressentis là-dessus. Mais je trouve ça top. De nouveau, toutes ces presse, elles seront disponibles. Il nous reste 10 petites minutes. Ce que je propose, c'est que je shoote une question à chaque personne, ou si on a d'autres questions, voilà une question de quelqu'un d'autre. On va d'abord poser les questions des participants. On a quelqu'un qui demande, disposez-vous d'ores et déjà d'indicateurs de satisfaction ou d'insatisfaction des collaborateurs au regard des promesses faites par les employeurs, et d'autre part de la réalité de l'inboarding? Est-ce que quelqu'un veut prendre la question? Alors c'est vrai que sur l'inboarding, il est encore un tout petit peu tôt pour avoir recueilli des informations de cette nature-là chez nos clients. On a eu l'occasion de le faire, par contre, pendant le confinement. L'outil permet de dresser des auto-évaluations où on va pouvoir répondre avec des curseurs de satisfaction ou de compréhension de la situation. Et il y avait effectivement, chez pas mal de nos clients, par exemple Servier, des questions de cette nature-là. Est-ce que l'entreprise vous apporte le cadre, les informations, les éléments en fait, qui vous permettent de pouvoir démarrer en tout cas ce confinement dans les bonnes conditions? L'important derrière ça, c'était en fait de tirer rapidement des actions concrètes
à appliquer pendant le confinement. Donc, il ne faut absolument pas s'épargner en fait le fait. Il faut le faire. En fait, d'aller poser cette question-là et en tirer les conclusions qui sont immédiatement applicables. C'est aussi très satisfaisant pour les collaborateurs de voir que leurs retours ont été appliqués. C'est un autre moyen de maintenir un lien très fort. Super, merci Nounia. Je profite du temps restant pour poser du coup une question aussi. Je vais commencer par Willem. Willem, dans votre thèse, vous avez parlé du MVV, mission, vision, valeur, et de l'importance de rappeler cette raison d'être de la boîte. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque que cette MVV, elle change en fait suite au Covid? Parce qu'on avait peut-être des missions, des visions et des valeurs qui n'étaient pas les mêmes quand tout allait bien que maintenant où les choses sont plus compliquées. Qu'est-ce que tu en penses? Et si effectivement ça change, comment le retravailler du coup? Tout à fait. En fait, tu as complètement raison. L'exemple que je prenais là de l'entreprise qu'on connaît, dont la spécialité était de créer des vêtements qui ne se tachaient pas, hein, qui sont aquaphobes. Donc des chemises essentiellement, des chemises, des t-shirts, des choses comme ça. Donc ils se sont mis à créer des masques en tissu made in France, hyper performants, etc. En fait, quand on a dit ça, vraiment, je ne sais pas si vous avez, il y a un bouquin qui est super de Simon Sinek que tout le monde a vu, c'est Commencer par le pourquoi. Ça s'applique à beaucoup de choses, le marketing, la RH, le management. Et en fait, c'est un peu dans cette notion-là qu'on voulait rappeler le fameux MVV ou les noms que vous savez. C'est psychologiquement, quand un individu, quand vous avez traité le sanitaire, quand vous avez traité, vous savez, la maison, ok, je serai bien en sécurité, j'aurai un toit sur la tête, on va s'occuper de moi. Les peurs et les angoisses que les gens ont, c'est donc une fois que vous avez ça, donc vous vous occupez très bien, c'est qu'est-ce qui va arriver de moi et qu'est-ce qui va arriver du bateau dans lequel je suis. Donc, juste pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, il faut le communiquer. Si ça n'a pas bougé, ça vaut toujours le coup de le communiquer. Et le truc génial que certains clients font, c'est que c'est le patron qui le fait. Même des grands comptes dans le retail français qu'on ne peut pas citer, mais qui sont dans le sud de la France, c'est le patron qui prend la parole plusieurs fois. Patron au monde, hein, qui redonne la mission, qui redonne les enjeux, qui redonne les valeurs. Et si elle a changé, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer le pourquoi. Et c'est peut-être aussi d'ailleurs l'occasion de faire des super ateliers avec les salariés pour le redéfinir éventuellement. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, super, c'était super clair. Et du coup, une dernière question peut-être pour Paul, si tu te sens d'attaque pour y répondre en 2 ou 3 minutes. Tu as parlé de l'enjeu de bâtir une ontologie de compétences, c'était au tout début de ta presse, et en fait, c'est vraiment la clé, ce par quoi il faut commencer. Perso, venant aussi d'un background RH, je sais à quel point ça peut être difficile à faire, et je me dis d'autant plus dans une situation post-confinement où en fait les RH sont hyper sollicités, on l'a dit. Comment est-ce qu'on fait pour la bâtir si elle n'est pas déjà existante, cette ontologie de compétences? Comment est-ce qu'on fait pour faire quelque chose qui se fasse à la fois rapidement, mais qui reste qualitatif? Ouais. Ok. En fait, tu vois, je peux te parler du coup de ce qu'on a l'habitude de mettre en place pour accélérer ce processus. En fait, le rôle, et c'est un peu la clé de la mission de NeoBrain, c'est en fait au démarrage, ce qu'on se fait, c'est que l'entreprise, elle a généralement des bouts de référentiel un peu à droite à gauche, tu vois, en fonction des directions métiers, etc. Nous, on recense ça. On met tout ça dans une structure, tu vois, dans une structure de compétences, généralement avec 4 niveaux, tu vois, c'est la structure maximum, tu vois, pour avoir des niveaux de compétences. Et ce qu'on fait, c'est que nous, on prend la liste de tous les emplois repères et on vient l'enrichir avec les 10 à 15 compétences clés attachées à ces emplois. Et c'est avec notre système, on a créé une ontologie structurée avec 66 000 compétences, enfin, beaucoup, mais qui couvre tous les métiers, hein, autant les métiers de l'armée que de la santé, que du retail et autres. Et du coup, on a la capacité, on vient enrichir ces compétences. On sait qu'aujourd'hui, tu as 70% de ces compétences qui sont des bonnes compétences, préévaluées par notre système au bon niveau, et 30% sont liées à la structure de l'organisation, à son activité, et donc à rechallenger. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on nomme un competency owner chez le client qui fait un entretien avec chaque directeur métier. Donc, c'est un entretien d'1 heure cadré avec une méthodologie qui est structurée, assisté par le système. Et là, on vient passer en revue et on corrige. Et là, de ça, en fait, du coup, tu as une première base d'ontologie de compétences. Et le seul truc, c'est que souvent, tu vois, là où il y avait déjà des bouts de référentiel qui étaient présents, la question, c'est comment tu crées le lien entre des silos qui se parlaient pas. Et là, le système, c'est justement en ayant des référentiels structurés sur plusieurs niveaux, tu prends des niveaux et tu les fais se parler. Tu dis, voilà, ce niveau-là, par exemple, n'importe quoi, tu prends des domaines de compétences. Il y en a qui vont appeler ça compétences commerciales, d'autres, je sais pas,
compétences tu prends un domaine de compétences, tu prends des compétences de négociation, par exemple. Et ben, tu vas trouver des compétences dedans qui vont être attachées aux acheteurs, d'autres aux commerciaux, d'autres, tu vois, et du coup, tu crées un sac de compétences qui regroupe plusieurs manières de formuler la compétence. Au lieu de mettre tout le monde d'accord, tu parles avec chacun à sa langue et tu crées un traducteur au milieu. Voilà. Ok, super clair, merci. On a une dernière question qui vient de popper dans le Q&A. Constatez-vous de grandes divergences au regard des attentes des salariés concernant l'inboarding selon les générations ou selon les secteurs d'entreprise? Je ne sais pas qui veut prendre la question. Alors, moi, j'étais justement en train de taper une réponse à cette question. Parfait, alors. On a déployé dernièrement des programmes d'appropriation digitale, j'en parlais à l'instant chez la RATP, pour les 45 000 collaborateurs, justement parce que le changement, et notamment celui de la crise, pour on va dire la vision macro et pour la vision micro sur l'inboarding, en fait, implique des outils digitaux. Donc, la digitalisation en fait, des outils, des moyens, des métiers, ce changement va effectivement présenter certains freins en fait, pour les personnes. Les métiers les moins digitalisés, donc les personnes qui ont des métiers qui sont très terrain, on va dire, et aussi les générations qui vont être les plus avancées. Donc ça, c'est une réalité qu'on va pouvoir gérer notamment par le biais de la formation. Le challenge qui était intéressant pour nous avec ce programme-là, c'est que finalement, on se rend compte que l'obstacle est plutôt d'ordre psychologique. Il y a une véritable appréhension en fait, au fait du changement et au fait d'adopter des outils, et qu'il ne s'agit pas vraiment de problématiques, on va dire, de compétences pures là-dessus. Donc, un accompagnement appuyé, en fait, peut permettre de dépasser ce challenge-là sur l'inboarding, choisir les bons outils, bien communiquer sur les outils et leurs moyens d'utilisation, et s'inquiéter justement de l'accessibilité au plus grand nombre va être crucial. Mais ça rejoint la question précédente justement sur le fait aussi de recueillir des retours. Est-ce que les contenus étaient accessibles? Est-ce qu'ils étaient faciles à comprendre? Est-ce qu'il n'y avait pas trop de termes ou de jargon technique? Va permettre, encore une fois, d'adapter en fonction des différentes vagues. Ok, parfait, merci Dounia. On arrive à la fin de notre webinaire. Merci à tous pour avoir joué le jeu, avoir réussi à présenter en peu de temps quand même. Petit rappel pour tous les participants, la semaine du déconfinement, ça ne fait que commencer, c'était seulement le 2e jour. On continue demain à 10 h avec un thème accompagner et manager des équipes dispersées. Jeudi à 15 h, nous parlons du digital, ce mix entre physique et digital, et quelles sont les méthodes de travail pour fonctionner dans ce nouveau mode. Et enfin, vendredi à 10 h, nous adresserons l'idée de comment recréer l'engagement en période de déconfinement avec plein de clés, pareil, qui vous seront apportées par des startups du Lab. Merci à tous d'avoir participé et puis à très vite, j'espère, pour nos prochaines sessions. On vous envoie dans la fin de journée les présentations et les coordonnées de nos présentateurs. Merci à tous. Merci à à très tous. Merci à bientôt. tous. Merci. Au revoir.